La vallée du Sourou est située au nord-ouest du Burkina Faso, dans la boucle du Moune. Cette région occupe environ 12% du territoire national et compte environ 1 500 000 habitants, soit près de 12% de la population totale du pays. La population y est majoritairement dépendante des ressources naturelles, mais on constate une dégradation continue des écosystèmes dans la vallée, due probablement à des mauvaises pratiques d'exploitation, à la faiblesse des services agricoles et au déséquilibre des politiques de valorisation des ressources naturelles de la vallée. La conséquence est un appauvrissement continu de la population. Les solutions n'existent probablement pas en dehors d'une bonne compréhension des relations entre la conservation des ressources naturelles et la lutte contre la pauvreté. C'est la raison pour laquelle l'UICN a mené une étude sur le potentiel économique de la vallée du Sourou, dont les principales conclusions ont été présentées aux principaux acteurs de la vallée lors d'un atelier à Tougan en avril 2010. C'est vraiment en 1984 que le gouvernement du Burkina Faso a définitivement pris la décision de faire de la région du Sourou une région de développement prioritaire pour le pays. Et en 1985, la maîtrise d'ouvrage du Sourou a été créée. Elle sera ensuite transformée en un établissement public à caractère administratif en 1986 sous l'appellation de l'autorité de mise en valeur de la vallée du Sourou. Ventre ou propos. L'étude menée par l'UICN a consisté à inventorier les activités pratiquées dans la vallée et de leur attribuer une valeur économique. On voit sur ce tableau la répartition des différentes activités recensées pour une valeur totale estimée à plus de 10 milliards de francs. Les ressources ligneuses et non ligneuses représentent à elles deux près de la moitié des ressources, loin devant l'élevage, la pêche, le transport fluvial et surtout l'agriculture qui ne représente que 3%. L'étude de l'UICN a également concerné les impacts écologiques dans la vallée du Sourou, dont de nombreux acteurs commencent à prendre conscience. On se retrouve aujourd'hui avec une zone où le couvert végétal a été en a vraiment souffert et l'écosystème est quelque peu rompu. Et nous avons constaté qu'il y a eu un éveil des consciences, il y a eu plus de valeur ajoutée que les gens, que les décideurs ont pu, découvrir au niveau de l'environnement. Et le document actuel, en tout cas la politique nationale, s'est améliorée en ces aspects-là. C'est la première fois qu'une étude de ce type est menée au Burkina Faso. Elle servira sans doute d'exemple, car les aspects économiques et environnementaux ne sont pas toujours pris en compte lors de la création de grands ouvrages hydrauliques. Nous avons considéré que dans la plupart des pays du Sahel, il y a des appels pressants des populations pour la réalisation d'ouvrages, parce que pour eux, ça représente une source de sécurité alimentaire notamment, mais également une disponibilité de l'eau qui leur fournit également d'autres sources. Donc c'est dire qu'on a l'impression qu'il y aura de plus en plus d'ouvrages et par conséquent il faut qu'on fasse attention à bien nous rassurer que ces ouvrages nous apportent ce que nous souhaitons, ce que les populations souhaitent et qu'on ne détériore pas d'autres biens ou d'autres possibilités, d'autres opportunités. Le Sourou est un affluent-défluent du fleuve Moune. Un premier barrage à vannes a été créé dans les années 70 sur le Sourou, à Léry, mais suite aux grandes sécheresses de 82, le gouvernement a décidé de creuser un chenal supplémentaire pour dériver le Moune vers le Sourou. On a creusé ce chenal d'environ 600 mètres pour que quand les eaux du Moune vont couler, donc ça se vide dans le Sourou pour stocker suffisamment d'eau pour pouvoir irriguer. La construction du canal a permis de stocker environ 660 millions de mètres cubes d'eau par an. Donc ça a permis d'aménager 3818 hectares sur un potentiel de 30 000. 30 000 hectares ont été aménagés, avec des systèmes d'irrigation à pompe puisant l'eau dans le fleuve. Et pour effectuer ces aménagements et permettre leur mise en valeur, il a fallu déboiser. On est à Djedougou.
le périmètre aménagé de Guédougou, 250 hectares, aménagé en 1967. Le tout premier périmètre aménagé de la vallée du Sourou. Comme vous voyez, le système d'irrigation est tel qu'il ne faut pas laisser les souches, les arbres, si bien qu'il fallait tout terrasser. Ces forts sentiments de déforestation, ça frappe tout de suite l'esprit. Et les paysans ont vraiment beaucoup surveillé ça. Et nous avons surveillé ça évidemment sur le plan écologique parce que le fait de dénuder les grandes superficies et de les laisser pendant longtemps sur l'impact de considération climatique, ça donne vraiment l'érosion. Et on constate effectivement qu'il y a l'envasement du barrage. En plus de la déforestation, est venu s'ajouter le problème du déboisement. Il y a les déboisements dans les systèmes de production traditionnels qui font que le bois est devenu rare. Le bois utilisé par les fumeuses de poissons, les transformatrices de poissons. Le bois est devenu rare, à telle enseigne que l'étude a montré qu'en l'espace de 5 ans, le coût du bois, de la charité de bois a été triplé. Alors ça pose un problème. Dans la plupart des villages proches du fleuve, près de 80% du poisson pêché est fumé, faute de pouvoir le conserver ou de l'envoyer par camion frigorifique. Cette activité est également très gourmande en bois. Qu'elle devrait acheter, mais elle n'a pas les moyens pour acheter le bois. La vieille se plaint quoi? Qu'elle n'a pas de bois pour fumer son poisson. Elle est en train de me demander de lui trouver du bois. Alors que justement c'est le problème. C'est le problème aujourd'hui. Et il n'y a pas que les fumeuses de poissons qui consomment le bois. Il y a aussi les étuveuses de riz. Pour endiguer ce phénomène, des campagnes de reboisement sont régulièrement organisées. Depuis une dizaine d'années, l'association Naturama est particulièrement active dans le domaine de la protection de l'environnement dans la vallée du Sourou. Dans la vallée du Sourou, Naturama intervient dans deux localités, l'inventaire des oiseaux, la conservation des oiseaux et l'inventaire des oiseaux. Bon, et avec un groupe de plaidoyer aussi de la déforestation de la vallée du Sourou. Donc Naturama intervient tout ça dans la vallée. Bon, on a conquis le terrain avec la coopérative de Guédougou qui nous a donné le terrain de 3 hectares. Donc le financement a été financé par Naturama pour le reboisement en 2003. Et chaque année, on est en train de reboiser encore. Il faudrait des plantations de compensation parce qu'il faudrait tout de suite penser à remettre ce qu'on enlève. Il faudrait aussi, pour ce qui n'est pas dans les périmètres aménagés, il faut pouvoir contrôler le défrichement. Alors le défrichement, chaque année, il y a de nouveaux champs qui s'installent. Il faudra qu'on puisse contrôler le défrichement. C'est-à-dire qu'on est en train de sensibiliser les producteurs. Il faut laisser 25 pieds de grands arbres à l'hectare et 60 petits pieds à l'hectare. Mais ce n'est pas très bien suivi, si bien que bon, on risque un jour de ne pas avoir un bon potentiel. Qu'est-ce que c'est alors ? Ici, c'est le Des sensibilisations sont ainsi régulièrement organisées, mais cela ne suffit pas toujours et la répression est alors parfois nécessaire. C'est l'objet de saisie. Alors la réglementation en vigueur interdit de couper le bois vert. Vous voyez, c'est du bois de Mitragina, le Mitragina inermis. Donc ils vont couper ça d'affray. Les sensibilisations n'ont pas permis d'arrêter ça. Alors nous avons procédé à la saisie de ce stock de bois pour au moins les inquiéter. L'activité principale pour laquelle les aménagements ont été organisés, c'est l'agriculture, qui ne représente pourtant que 3% du potentiel économique de la vallée. Près de 3400 personnes exercent une activité agricole, mais il n'y a que 11 coopératives. Ces coopératives rencontrent de multiples problèmes, manque de formation, gestion de l'eau, problèmes financiers. Les agriculteurs ont bien souvent été livrés à eux-mêmes. Ils n'ont même pas une cohésion sociale, ils n'ont même pas l'esprit coopératif développé. Et hop, on leur dit bon, prenez-vous en charge. Vous voyez ce que ça peut faire. Donc c'est cette situation-là qui a fait qu'on est toujours en train de... On a l'impression qu'il faut toujours recommencer, quoi. Un des problèmes ici, c'est le financement de la campagne. Donc les banques classiques, bien entendu, refusent de financer l'agriculture
Parce qu'il y a trop de risques là-bas, quoi. Donc c'est la CNCA à l'époque, aujourd'hui BACB qui les accompagne. Mais malheureusement, bon, il y a eu des impayés. Ils ont fermé le robinet. C'est la BRS qui s'est engagée dans ces 2 dernières années. Maintenant, et puis chaque coopérateur se débrouille avec les institutions financières de la place. L'autorité de mise en valeur de la vallée du Sourou, la MVS, est la structure qui a été créée pour organiser les activités de la vallée du Sourou. Auparavant installée à Ouagadougou, la MVS a repris ses quartiers à Niassan, au centre de la vallée, avec de nouveaux objectifs. Nous voulons faire de cette région, de cette vallée, effectivement une zone de croissance économique. Et pour cela, ce n'est plus forcément du social qu'il faut faire, ce n'est pas seulement la question de la sécurité alimentaire qu'il faut régler, mais c'est aussi une question de faire beaucoup d'argent pour le pays. C'est aussi une question de valoriser au mieux les investissements qui sont faits donc, au niveau de cette vallée. Donc nous nous sommes fixés comme objectif pour ces 15 années à venir de réaliser pratiquement 1000 hectares chaque année. Ça veut dire que c'est 15 000 hectares supplémentaires que nous allons réaliser à l'horizon 2025. À ces objectifs viennent se rajouter ceux du Millennium Challenge, qui prévoit la mise en valeur de 2000 hectares supplémentaires. Il faut faire émerger un nouveau type d'acteurs. Ce n'est plus forcément le paysanat qu'il faut développer sur ces espaces-là, mais c'est plutôt des investisseurs privés qui viennent, qui prennent des espaces beaucoup plus importants et qui travaillent effectivement à valoriser ces espaces-là. Que l'État prenne des engagements pour accompagner cette dynamique. Accompagner de cette dynamique, ça veut dire quoi? Tous les aspects d'accompagnement comme le développement du secteur routier, les infrastructures routières, le développement de certaines infrastructures socio-économiques comme les dispensaires, comme les écoles, l'électrification rurale. C'est des choses qu'il faut pour accompagner effectivement la production agricole et l'investissement qui est fait au niveau donc, de cette vallée. Comme si les agriculteurs n'avaient pas déjà assez de difficultés, vient se rajouter le problème des hippopotames, de plus en plus nombreux car bloqués dans la vallée à cause du barrage et qui détruisent des parcelles. Voilà, ça c'est les pieds de l'hippo. J'ai reçu la visite des hippos là ici près de 5 fois. Moi j'ai perdu toute ma pépinière pour 2 hectares, qui m'a coûté très cher. Donc j'étais obligé de payer les pépinières avec d'autres personnes. Là où le pied a piétiné, c'est rentré en profondeur, ça c'est fini. Ça ressort, ça ne repousse plus. Et qu'est-ce qu'il faudrait faire à votre avis? D'accord. Est-ce que nous, c'est la lutte biologique. On attache des ficelles, on attache des étoffes pour qu'il ait peur. Sinon, nous n'avons rien contre lui, on ne peut pas le chercher. Il y a naturellement un manque de parcours de pâturage qui fait que peut-être les animaux sont affamés. Et comme ce sont des herbivores potentiellement, nous pensons que quand ils ont faim, ils sont menaçants. Le dernier recensement, c'était en 1995. On avait dénombré à peu près 295 têtes d'hippopotames dans le fleuve du Sourou. Nous imaginons qu'au jour d'aujourd'hui, les populations d'hippopotames se sont accrues. Dans la planification, au départ, on n'a pas vraiment pensé à ces espèces. Donc, premièrement, il faut savoir qu'ils existent, il faut les dénombrer, connaître leurs besoins et prendre cela en compte dans la planification. Secondo, dans des cas où, comme celui-ci, où l'ouvrage est déjà réalisé, c'est accepter de reconnaître leur existence, leur importance aussi, parce que même pour les communautés, surtout pour les communautés qui vivent autour du Sourou, les hippopotames jouent un rôle culturel important. Donc il faut discuter avec ces populations de façon à pouvoir dégager un petit territoire qui permette aux hippopotames de survivre sans constamment interagir avec les productions des paysans. Autrement, c'est des conflits et forcément, celui qui va en pâtir, c'est l'animal, puisqu'il est un peu plus faible. Là où il y a des hippopotames, il y a du poisson. Les pêcheurs le savent bien.
Près de 1200 personnes vivent de la pêche et de ses activités dérivées pour un volume d'environ 800 tonnes de poissons pêchés par an. Le fleuve étant transfrontalier, cela pose un certain nombre de problèmes. Et le fleuve Sourou étant joue deux rôles, c'est un affluent et un défluent du Mouhoun. Et de façon naturelle, pendant les crues, l'eau quitte la zone de l'Éry, ça monte vers le Mali. Et les décrues, de façon naturelle également, l'eau revient. Quand l'eau va, il n'y a pas de problème. Au retour de l'eau, et les Maliens ont des méthodes de pêche qui ne permettent pas le poisson de revenir, ce qu'ils appellent barrage d'eau. Ça consiste à prendre des chaînes ou soit d'autres matériels pour bloquer carrément le passage du poisson à son retour. Bon, donc à ce niveau, on a des difficultés. Bon, mais dans le sens que le Sourou est érigé en périmètre aquacole d'intérêt économique, PAE, dont il y a un comité de gestion qui est dirigé par le gouverneur de la région. Donc, dans la première session ordinaire tenue en 2009, ces difficultés également ont été ressorties. Maintenant, comme c'est les plus hautes autorités de la région qui dirigent ce comité, les jours à venir, on va dialoguer avec les Maliens pour essayer de voir, pour pouvoir parler le même langage. Parce qu'il est impossible de parler de co-gestion des ressources halieutiques du Sourou sans impliquer la partie malienne. L'Andegma Ouedraogo est seul pour contrôler les activités de pêche dans toute la vallée du Sourou. Il n'a pas de bureau, pas de pirogue motorisée et il ne sait même pas nager. Également, quand nous allons sur l'eau, pour faire appliquer la réglementation en matière de pêche, on dit qu'il faut aller pêcher, mais il ne faut pas prendre de petits poissons, il y a les méthodes de pêche, et ainsi de suite. Maintenant, quand vous allez sur l'eau, nous allons avec des pêcheurs sans gilet de sauvetage. On n'a pas une baraque motorisée. Et également, je suis seul au niveau de ce service qui s'occupe de plus de 1000 personnes. Donc vous voyez que les difficultés sont énormes. L'élevage représente près de 18% de l'activité dans la vallée. C'est un secteur qui a lui aussi besoin de se structurer. Il y a le cheptel est très important, mais le marché n'est pas organisé. Et vraiment, l'infrastructure aussi ne répond pas. Vraiment, si on avait eu un bon marché, il y a les animaux. Il y a les animaux et vraiment, on allait faire quelque chose. Ça allait être très, très intéressant. Il y a le lait, il y a les animaux vraiment et les éleveurs en produisent. Maintenant, on n'a pas de mini-laiterie. La vente, ce n'est pas facile. Ce manque de structure et notamment de routes goudronnées est un handicap majeur pour la plupart des activités de la vallée du Sourou. Dans l'inventaire des valeurs économiques recensées dans l'étude, certains biens n'ont pu être évalués monétairement. C'est le cas de la disponibilité en eau, par exemple. En effet, le niveau de la nappe phréatique a monté de 10 mètres, ce qui constitue une ressource importante. C'est le cas également de la valeur de la diversité biologique, et c'est aussi le cas pour les produits de la pharmacopée. La pharmacopée occupe plus de 300 personnes recensées dans la vallée qui puisent majoritairement leurs ressources localement. Vers la vallée même, vous avez vu comment on a détruit les arbres là pour faire... Bon, moi je trouve que au lieu de qui détruit tout, il devait faire des allées et puis planter les arbres dans les allées là. Les arbres qu'on a besoin, ils pouvaient faire ça. On a sollicité un jardin botanique. Bon, nous n'avons pas de structure même, on n'a pas de maison pour faire nos réunions, pour faire des expositions. Donc on n'a rien ici. Donc on peut demander aux autorités s'ils pouvaient nous aider à ce point. Le secteur de la pharmacopée traditionnelle n'est pas à négliger, car il vient en appui à la médecine classique en étant proche des gens. On essaie de les rencontrer régulièrement pour essayer de leur faire percevoir leur rôle dans la société et leur faire percevoir l'importance de la collaboration qu'on doit entretenir. Nous leur demandons souvent de savoir reconnaître la plupart des maladies qui peuvent entraîner des épidémies qu'on appelle les maladies à potentiel épidémique. Il y a également un autre volet de collaboration où on essaie de les organiser pour qu'ils puissent exercer la médecine et la pharmacopée traditionnelle selon les règlements que le ministère de la Santé a élaborés.
En conclusion, cette étude a permis de souligner l'importance de la capacité de création de valeur économique de certains secteurs qui méritent qu'on leur accorde désormais une attention particulière. Finalement, ces ouvrages, en particulier dans le cas du Sourou, ont un intérêt qui n'est pas simplement agricole. Parce que lorsqu'on parle de ces ouvrages, on pense d'abord agriculture, on pense possibilité de culture de contre-saison, mais en réalité, selon nos évaluations, l'agriculture ne représente que 3% de la valeur annuelle de biens et de services qui sont tirés, disons, du fleuve Sourou. Nous n'avions pas pensé que le transport simplement sur le fleuve, entre deux villages, entre deux marchés, pouvait être aussi important. Nous n'avions pas imaginé que, disons, les ressources strictement forestières, c'est-à-dire le bois et les produits forestiers, à eux seuls puissent représenter 58% de la valeur économique de la plaine. Donc, c'est des aspects qui se prennent. C'est des valeurs qui existent, c'est, disons, des revenus qui viennent aux paysans, mais qu'on oublie de comptabiliser lorsqu'on évalue l'entièreté de leurs ressources. Il y a certains résultats qui choquent quand on les met en parallèle avec d'autres situations. Quand on voit toutes les potentialités dont dispose la région et lorsqu'on regarde leur position en termes d'incidence de la pauvreté, on tombe des nues. Parce que l'évaluation qui avait été faite estime à plus de 10 milliards le potentiel économique de la zone, alors que quand on regarde l'incidence de la pauvreté dans la région de la boucle du Moun, elle est de plus de 60%, alors que donc nettement supérieure à la moyenne nationale qui est de 46%. On est parti du constat qu'il fallait résoudre un problème de sécurité alimentaire et puis bon, il y a aussi le problème de développement local qui était là. Donc on a aménagé à grands frais et sans voir qu'il y a des problèmes sociologiques, sans même compter les problèmes au plan écologique. Il fallait mettre en balance ce qu'on gagnait en termes de production et ce qu'on pouvait perdre en termes d'écologie, en termes d'écosystème. Parce que si, par exemple, vous vous mettez à saccager la forêt ou les lieux pour faire des plaines et autres là, pour des rizières, vous pouvez en fait déstabiliser les écosystèmes et par la suite même, votre premier objectif qui était de produire le riz peut ne plus être atteint parce que justement l'écologie a foutu le camp. Quand vous produisez, vous détruisez, en fait vous détruisez votre base. Il faut avoir disons, une approche beaucoup plus durable de cette économie. Donc si on arrive à avoir une approche beaucoup plus durable de l'utilisation des terres, on a vraiment la chance d'aller plus loin pour les générations futures. Je pense que ça va constituer un axe stratégique majeur de cette stratégie de croissance accélérée et de développement durable, dans ce sens que la préoccupation, c'est à la fois de promouvoir le développement, mais de veiller également à préserver les chances de développement des générations futures. Donc ce qui fait que la question de l'environnement de façon globale va constituer un élément de préoccupation majeur. Les ressources naturelles sont de plus en plus reconnues comme un stock de capital naturel qui génère des flux de biens et services ayant une valeur économique. Ces connaissances sont encore trop peu reconnues par les décideurs politiques et peu prises en compte dans les politiques d'aménagement qui ne reconnaissent pas à leur juste valeur la contribution des zones humides aux économies locales et transnationales. La gestion durable de ce capital permet pourtant d'assurer des flux économiques durables pour les populations qui en dépendent et de contribuer à la lutte contre la pauvreté et au renforcement de la capacité d'adaptation des communautés au changement climatique.